Ça lance la diffusion. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va juste attendre une petite minute s'il y a des retardataires pour la connexion et puis on pourra commencer. Alors juste pour information, on ne nous entend pas forcément. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Le chat il se trouve sur la droite de votre écran. C'est donc l'onglet violet. Et on va commencer déjà en vous proposant un petit sondage. Aviez-vous déjà entendu parler de SXO? Donc, on regardera par la suite les résultats de ce sondage. N'hésitez pas à y répondre. Donc, pour rappel, c'est dans le chat à côté. Merci pour tous les bonjours. La team DK va bien. Merci Quentin. Donc, il est 11h01. Je vous propose qu'on démarre. Donc, aujourd'hui, on va vous faire un webinaire sur le SXO et je ne suis pas tout seul. Donc, moi, je vais animer ce webinaire et je vais être accompagné de Thomas, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour, je suis Thomas Lautrédou, designer chez Jujotte, une agence de design numérique à Nantes. Et donc, agence qui a travaillé avec notamment Digital Keys cette année. Et de notre côté, on a Judith. Bonjour à tous. Je suis responsable SEO chez Digital Keys, qui est une agence digitale 360 et que Bastien va présenter. Voilà, et donc moi, je suis plutôt sur la partie avant-vente. Et donc aujourd'hui, j'ai un rôle d'animateur. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans le détail du SXO, on voulait juste vous expliquer effectivement quels étaient nos métiers, quelle était notre complémentarité. Donc nous, chez Digital Keys, on est une agence 360, donc on accompagne des annonceurs sur l'ensemble de leurs problématiques web marketing, de génération de vente, de génération de leads, de visibilité. Et dans nos métiers, l'un des métiers principaux, c'est le SEO, donc le référencement naturel. Et c'est souvent une porte d'entrée pour construire des stratégies d'acquisition digitale qui fonctionnent sur la durée. Et Thomas, je te laisse présenter Jujotte. Donc, nous, on est une agence de 12-13 personnes, une agence qui est principalement tournée autour de la création d'interfaces et d'expériences utilisateurs, à l'origine pour l'outil métier. Au fur et à mesure du développement de l'entreprise, on allait sur d'autres types d'expériences, comme tous les sites vitrines, les sites de e-commerce et les sites de services. Et voilà, on a aussi une partie UX Research et chefferie de projet pour tous les projets publics. Voilà. Une agence qui commence à toucher un petit peu à tout. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de SXO, mais avant, on va faire un petit rappel sur c'est quoi le SEO et qu'est-ce que c'est que l'UX, pourquoi et comment il peut fusionner. Donc on verra de façon très concrète avec le témoignage de Judith et de Thomas, quelle méthodologie et quelles stratégies et synergies peuvent mettre en place. On aura un cas pratique avec un projet qu'on a mené récemment. Et enfin, on vous laissera nous poser vos questions et on tâchera d'y répondre au mieux. Alors, pourquoi parle-t-on de SXO aujourd'hui? Alors, vous l'aurez compris, on va parler d'utilisateurs. Je vais expliquer comment, dans le SEO, où est-ce qu'on place l'utilisateur dans le SEO, et après, je laisserai Thomas expliquer pour son métier. Le SEO, il a pour but, bien sûr, de satisfaire l'internaute, mais il a aussi pour but de générer du trafic qualifié sur un site. Et pour ça, on va partir des requêtes que tape l'internaute. Donc, on va identifier, en fonction du site sur lequel on travaille, les univers sémantiques stratégiques. Une fois qu'on a identifié les mots-clés à travailler, en fonction de la stratégie, c'est des volumétries de recherche faibles, moyens ou forts. On va également regarder la concurrence. Est-ce que c'est des mots-clés concurrentiels ou pas? Et en fonction de ça, on va aussi regarder l'intentionnalité de recherche. Est-ce que l'internaute va rechercher un contenu informationnel ou plutôt un contenu transactionnel? Donc, est-ce qu'on va créer du contenu, de l'article ou des fiches produits? Voilà pour le SEO.
Et du coup, de notre côté, niveau UX, en fait, on prend le relais après ça. À partir du moment où l'utilisateur arrive sur le site web, le but, c'est de l'emmener jusqu'à l'accomplissement de son objectif. Ça va être ça peut être l'achat d'un produit, ça peut être tout simplement la récolte d'une information. Et l'idée, c'est qu'il trouve qu'il atteigne cet objectif de manière claire, simple, limpide, qu'il soit en confiance. Si en plus il peut trouver ça sympa de manière générale et mémorable, bah, c'est un petit plus. Donc, on peut résumer, vous avez un objectif commun, c'est satisfaire l'Internet. C'est ça. En fait, on a un relais avec une petite zone en commun aussi au milieu qui est le passage du moteur de recherche finalement au site web. Au site. Ouais. Alors, vous le savez très certainement ou pas, mais dans tous les cas, je vous l'explique. Google fonctionne grâce à un algorithme et chaque année, il y a une grosse mise à jour de cet algorithme. En réalité, il en fait tous les jours, mais voilà, chaque année, il y a vraiment une grosse mise à jour. Et ce qu'on a remarqué, c'est que depuis quelques années, ces mises à jour vont vont se focaliser sur les internautes pour s'éloigner petit à petit des robots. Ce qui était encore le cas il y a quelques années, c'était vraiment travailler pour les robots. Maintenant, c'est se mettre à la place de l'utilisateur. Donc, il y en a eu deux grosses. La première, c'était alors, je reprends mes notes. Je crois que c'était en 2019. C'est ça. En 2019, il y a eu BERT, B-E-R-T, qui visait à mieux comprendre l'intentionnalité de recherche, à mieux comprendre la langue et les subtilités du langage. Je vais prendre un exemple. Alors, désolé, mais il est très parlant. Il peut être un peu choquant, mais il est très parlant. Par exemple, sur la requête « Comment manger avec mon enfant ?» donc là, Google va comprendre que c'est un parent qui veut apprendre à passer du temps avec ton enfant autour d'un repas. Avant cette mise à jour de 2019, Google ne prenait pas en compte les stop words, c'est ce qu'on appelle les prépositions de, pour, le, la, etc. Pour lui, c'était des mots vides de sens. Donc avant cette mise à jour, dans cette requête « Comment manger avec mon enfant », Google pouvait comprendre comment manger mon enfant. Donc tout de suite, le contenu est différent, l'intentionnalité est différente. Donc voilà, cette mise à jour a vraiment permis de proposer un contenu cohérent à l'internaute. Et il y a eu cette année une dernière mise à jour qui est encore plus centrée sur l'UX et qui s'appelle la Google Page Experience et qui vise à améliorer l'expérience utilisateur sur la page à travers des critères techniques qui visent à rendre le temps de chargement et la fluidité de la navigation plus optimale. Et c'est quelque chose de bien parce que jusqu'à présent, nous, on travaillait de notre côté et en fait, le SEO n'était pas impacté par notre travail de manière générale. Et donc, c'est aussi une valorisation de tout le travail d'accessibilité, d'ergonomie et le fait que, en fait, une recherche aboutit que lorsque l'utilisateur a soit fait une transformation, soit a acquis son information. Donc là, Google le prend en amont, ce qui fait que quand un travail du UX sera bien fait, théoriquement, il viendra remonter dans les résultats de recherche. Et ça, c'est quelque chose d'assez... c'est flatteur. C'est flatteur pour nous, ouais, un petit peu. Et nous, c'est plus cohérent aussi. Ouais. Alors, j'en profite puisqu'on va passer concrètement à la définition du SXO et je vais vous donner les résultats du sondage. Vous devez Donc, vous êtes à 23%, vous avez déjà entendu parler de SXO, donc 77% n'en ont jamais entendu parler. Donc, on le voit, c'est quand même quelque chose de relativement encore peu connu et récent. Donc, j'espère qu'après ce webinaire, vous en aurez une vision beaucoup plus précise et utile. Donc, le SXO, concrètement, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer déjà ce que ça veut dire, l'acronyme. Donc, on avait fait un petit schéma. Concrètement, c'est la fusion du SEO et du UX. Et le SXO, ça veut exactement dire Search Experience Optimization. Et donc, je vais redonner la parole à Judith qui va d'abord vous faire un rappel sur le SEO et sur comment petit à petit on en est arrivé à avoir une complémentarité sur le SEO et l'UX. Tout à fait.
Donc le SEO, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est pour apporter du trafic qualifié sur un site. Mais c'est aussi pour ça, augmenter la visibilité d'un site internet sur des requêtes stratégiques. Donc par exemple, ici sur la requête comment optimiser son référencement naturel, Digital Keys a tout intérêt à ressortir sur cette requête. Et pour cela, on travaille 3 piliers. Donc ça se formalise sous forme de pyramide que vous pourrez facilement retrouver partout sur Internet. Donc il y a 3 piliers historiques. Le premier, c'est la technique. C'est ce que j'appelle le squelette du site, parce que c'est vraiment ce sur quoi le site se construit. Donc ça va passer par du code HTML, du code CSS bien rédigé, pas trop lourd, pour permettre au robot de découvrir le site le plus facilement possible. Donc ça, c'est vraiment la base d'un site. Sur ce squelette va se greffer de la chair. Donc c'est ce qui correspond au contenu, tous vos univers sémantiques qu'il va falloir travailler. Donc les mots-clés, on en a parlé. Quel type de contenu on va produire. Est-ce que ça va être de l'article? Est-ce qu'on va devoir optimiser des images? Est-ce qu'on va devoir faire de l'infographie, du podcast, etc., etc. Le contenu, c'est vraiment la pierre angulaire du SEO parce que Google se nourrit de mots. Donc, il faut l'approvisionner en contenu. Et un site qui ne produit pas de contenu est vu par Google comme un site mort. Et en général, quand un site arrête de produire du contenu, on voit son positionnement chuter petit à petit et de même son trafic. Donc très important, je sais que c'est chronophage, ça peut être coûteux aussi, mais si vous avez un site, pensez bien à votre contenu. Et le dernier, c'est le netlinking, c'est la popularité du site. Donc c'est qui parle de vous. Est-ce que ce sont des sites dans votre thématique avec un fort trafic? Donc est-ce que ce sont des sites populaires, qualifiés? Ou à l'inverse, est-ce que ce sont des sites peu connus, avec peu de contenu, peu de trafic, un peu spammy? Donc vous l'aurez compris, dans l'un des deux cas, il y en a un qui va vous être bénéfique et un autre qui pourrait vous, pénaliser. Donc voilà les trois piliers du SEO historiques. Et donc, ensuite, Thomas va vous rappeler aussi ce qu'est l'UX. Oui, tout à fait. Donc l'UX, de manière générale, si on veut la résumer, c'est le parcours utilisateur. Donc on va essayer de se mettre du point de vue de l'utilisateur une fois qu'il arrive sur le site web. Il faut se mettre à la place de plusieurs types d'utilisateurs. Donc évidemment, on va savoir que si on fait un service dédié à un type de personne, ça va être ce type de personne qu'il faut viser, mais on va essayer d'élargir de manière générale les utilisateurs de plus en plus. Donc ça veut dire prendre en compte les cas spécifiques. Donc ça peut être via l'accessibilité, prendre en compte le fait que l'expérience peut être utilisée sur un smartphone et donc que le site soit bien responsive, lisible et confortable à lire, même par exemple, dans un bus, un tramway. Donc il faut des contrastes suffisants, il faut pas qu'on ait des faux reflets, il faut pas que ça soit illisible. On fait des choix typographiques, des choix iconographiques aussi pour guider l'utilisateur, de l'illustration de plus en plus pour apporter un peu de narration, que l'utilisateur comprenne vers quoi on essaie de l'emmener. Et il faut aussi qu'il voit clair sur la structure du site, donc dont parlait Judith tout à l'heure. Il faut que l'utilisateur comprenne où il peut aller, comment il peut y aller, ce qu'il va retrouver, et il faut éviter qu'il ait trop de surprises et d'aller-retour partout dans le site web. L'idée, c'est qu'il n'en sorte pas pour aller voir ailleurs, c'est qu'il trouve tout ce qu'il faut. Et donc tout ça se conjugue très bien en fait avec le SEO, vu que vous travaillez aussi sur toute cette structure. Mmh. Ouais. Donc ça complète la pyramide, c'est plutôt récent, mais ça complète la pyramide du SEO. Exactement. D'où le SIXO. Exactement. Donc pour résumer, voilà, SEO et UX, finalement, c'est un combo gagnant. Le SEO va amener de la visibilité sur le site, donc du trafic. Et l'UX, Ça va permettre qu'ils reviennent et donc ça va engager aussi. c'est ça. Et si c'est un site e-commerce, ça va générer de la conversion.
Et donc tout ça, il faut vraiment voilà, que ça... On va le montrer après, mais il faut que ça s'imbrique et qu'on travaille tous ensemble. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on avait noté cette question-là qu'on nous pose souvent. Finalement, quelles sont vos méthodes de travail de façon concrète quand vous travaillez sur un projet? Et puis par la suite, on pourra voir effectivement comment vous pouvez travailler en synergie. Donc, je vais d'abord laisser Judith expliquer, pardon Thomas, expliquer quelles sont les étapes quand tu travailles sur de l'UX pour un site. Eh ben, en général, donc déjà, il y a le contact client, évidemment, on va le rencontrer, on va essayer de comprendre son besoin. Donc, on va faire un cadrage de qu'est-ce que vous voulez changer, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on vous propose. On va aussi faire un audit. Donc, l'audit, ça va être aller voir ce que font les concurrents, ce que vous avez aussi déjà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, repérer des erreurs, des petites erreurs qui peuvent se manifester à droite à gauche. On va aussi faire une veille graphique par rapport à votre univers. En fait, l'idée, c'est de créer une sorte de référentiel, de dire, OK, les utilisateurs qui ont l'habitude de consulter ce type de service ou des services en rapport avec votre domaine ont l'habitude de tel langage graphique et de telle manière de faire. À partir de ça, on peut lancer l'atelier de co-création. Cet atelier, le but, c'est de rassembler le plus de personnes. Alors, faut pas que ça soit excessif non plus, on essaie d'être entre 5 et 8, mais des personnes qui représentent bien les utilisateurs. Donc, si on prend un outil métier, par exemple dans le monde du développement, il y aura des chefs de projet, des développeurs. On va essayer de recueillir tous ces besoins-là et avec eux, on va dessiner l'arborescence du site web, donc la structure. Ça peut être aussi faire de l'esquisse, donc du wireframe, pour qu'ils essaient essayer de les projeter dans ce qu'ils vont avoir, mais de manière très brouillon. À ce niveau-là, on est encore sur du brouillon. Une fois que cet atelier est validé, on va passer sur la création de maquettes haute fidélité. Donc c'est là où on va apporter la couche graphique. On va apporter aussi du prototypage. Donc on va pouvoir permettre aux utilisateurs de cliquer sur des objets de manière, c'est fictif, hein, c'est pas réellement développé, c'est juste pour que l'utilisateur puisse tester, dire ok, ça me convient pas, je comprends ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc on enchaîne des phases de test utilisateur. Avec ces tests, on a des informations sur ce qui a fonctionné ou non. En général, le design ne marche pas. On commence pas en se disant on va réussir du premier coup. Il faut qu'on fasse des tests et qu'on itère de manière à arriver à une solution qui soit assez fine. Et une fois qu'on a fait donc les maquettes haute fidélité, le prototypage et les tests utilisateurs, on va livrer un kit de développement. Donc ça va être pour les équipes techniques. Donc ça va être leur fournir tous les éléments graphiques, les morceaux d'interface, etc. pour qu'ils aient une vue globale de ce qu'ils aient à faire. Le site est mis en ligne et à partir de là, on peut faire deux choses. Soit on va réintervenir parce que lors du développement, il y a souvent des petits imprévus et donc on vient réajuster les maquettes au fil du temps. Et on peut aussi faire une recette graphique qui consiste à dire OK, on avait designé ça pour telle raison, il y a eu des écarts au niveau du développement pour telle raison, et essayer de trouver un entre-deux avec l'équipe technique. Du moins, ça, c'est jusqu'à présent, avant qu'on bosse avec des équipes SEO. Voilà. Et concernant le SEO, vous allez voir qu'il y a des similarités. Donc là, on parle d'un projet de refonte, vraiment du début à la fin. Donc au lancement du projet, on fait une réunion de kick-off où on réunit toutes les parties prenantes du projet, où on va discuter de qui va faire quoi, quand, comment. Donc on va définir des deadlines. On va aussi poser toutes les questions qu'on a. Si l'univers du client est bien spécifique, il faut qu'on le comprenne, donc on va poser nos questions à ce moment-là aussi. Et puis les interlocuteurs dans le projet, donc voilà, préparer un rétro-planning. Quand on travaille sur un projet où il y a de l'UX, on va être observateur lors des ateliers où on va écouter en fait ce qui se passe. On va noter les verbatims des participants pour comprendre déjà ce qu'ils attendent, parce que voilà, ils parlent de leur site. C'est eux qui le connaissent le mieux. Et donc voilà, ils vont donner des mots-clés intuitivement qu'on va noter, et on va voir le travail qu'ils vont commencer à faire sur l'arborescence
et on va identifier en fait des pages vraiment très stratégiques pour eux, ou au contraire des pages qu'ils considèrent comme moins importantes. Ce qui ne veut pas dire que l'arborescence qui commence à créer sera définitive, parce que nous, on n'a pas encore commencé, ou très très peu, notre travail. Et donc, notre travail commence, la prod SEO commence au moment de l'audit sémantique. Donc ça, c'est pour le pilier du contenu, où on va, comme Thomas le disait pour le langage visuel, nous, c'est le langage des mots-clés. Donc, quel langage va adopter le client, sur quel mot-clé il veut se positionner et sur quel mot-clé ses concurrents se positionnent. Donc ça nous permet, toute cette étude, de définir une stratégie SEO. Donc, quel contenu doit créer ou doit optimiser le client sur son site. Une fois que l'audit sémantique a été fait, donc le client commence à créer ses contenus. Il y a des maquettes en parallèle. Et une fois que le site est en pré-prod, pour s'assurer que le squelette est solide, le squelette du site est solide, on va lancer un audit technique pour identifier des erreurs qui pourraient endommager la bonne indexation du site. Et une fois que le site est en ligne, de nouveau, nous auditons le site pour corriger les régressions s'il y en a. Et donc concrètement, on va voir comment vous pouvez travailler en synergie. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a des parties qui sont un peu en commun, et après on a les mêmes temporalités. Donc l'idée, c'est de se dire que si vous voulez construire un site web pertinent qui couvre tous les aspects d'expérience, je mets le SEO dedans en expérience, parce que ça a de l'expérience de recherche et de trouver le résultat qui nous convient. Il faudrait faire un audit et un atelier qui soit commun entre le SEO et le design. Et je dirais même jusqu'à dire qu'il faudrait avoir un représentant de l'équipe technique qui développera le site web après, pour lui offrir une visibilité sur nos attentes aussi vis-à-vis du développement et les attentes du client et des utilisateurs. Et ensuite, nos deux timelines qu'on vous a présentées précédemment, en fait, se font en parallèle. Mais on a des outils de travail qui permettent en fait, de toujours créer un pont entre les deux pour pouvoir s'ajuster. Comme je vous disais, le design, c'est une histoire d'itération. L'audit SEO va nous apporter beaucoup de choses. Enfin, toute la SEO le SEO va nous apporter beaucoup de choses. Et donc, c'est important de maintenir un relationnel tout le long du projet, et voilà, la cohérence à travers toute l'expérience qu'on construit. Et donc, de notre côté, on invite le SEO à participer, à nous donner des commentaires sur notre travail de manière très régulière, de manière à ce qu'on ajuste la réponse. Voilà. Et on verra avec le cas pratique comment on peut trouver un juste milieu. Et parce que des fois, effectivement, forcément, il y a des dissonances par rapport aux objectifs. Et là, il y a plusieurs parties. Il y a le parti du client, le SEO, le design, le technique, et donc il faut trouver un consensus. On va en parler tout de suite, puisque justement, je vous propose de détailler avec des cas concrets, des exemples par rapport à un projet que vous avez mené récemment. Thomas, je te laisse un petit peu en parler. Et donc, il y a quelques mois, on a eu iStickers. Donc, c'est un site web, c'est un service qui propose l'impression de stickers sérigraphiés au numérique, et qui derrière propose l'application de ces stickers à plein de supports. Et donc, c'est un domaine qui est finalement assez large, parce que ça peut s'appliquer du stickers pour la voiture, mais aussi à la sérigraphie de marque, pour des vitrines, pour plein de choses. Et donc, le public est assez large finalement. Beaucoup de gens consomment de l'impression. Et c'est un domaine qui est assez technique. Donc, on avait à la fois des mots techniques à mettre en avant et à expliquer. Donc, il y avait toute une partie pédagogique à mettre en avant. Mais il y avait aussi une forte concurrence. Et donc, c'était important pour Emmanuel, qui gère iStickers, d'être bien positionné sur les moteurs de recherche. Donc, il nous a contactés, notamment tous les deux, pour essayer de trouver une solution à tout ça. Donc, c'est une refonte globale. Il y avait aussi un peu d'identité graphique qui s'est glissé dans le projet. Et aujourd'hui, le site
n'est pas encore... Pas encore disponible en ligne. Ouais. Il y a une première version, mais c'est pas la version. Oui, voilà, voilà. c'est ça. Donc on attend avec hâte la suite du projet pour voir un peu comment ça se passe. Alors notre travail c'est beaucoup fait sur l'arborescence, puisque c'est vraiment le cœur du site, la navigation de l'internaute. Et au moment de l'audit sémantique, on s'est rendu compte que les wordings dans le menu, donc là où navigue l'internaute, avaient des volumétries de recherche très faibles, voire nulles. Donc ce qui signifie que quand l'internaute arrive sur le site, les mots-clés, comme ils ne sont pas requêtés, n'ont pas de sens pour lui. Donc notre travail a consisté à reformuler les catégories et à en créer de nouvelles, parce qu'il y avait aussi des mots-clés qui n'étaient pas travaillés. Donc en fait, vous voyez là, toutes les petits rectangles new, ce sont toutes les nouvelles pages. Donc il y en a pas mal. Mais comme l'a dit Thomas, c'est un univers concurrentiel. Donc en fait, si on ne travaille pas des mots-clés requêtés avec du contenu, les chances de ressortir dans Google sont limitées. Ouais, sont limitées. Et donc on voit, on va le détailler après, mais on voit les pages où il y a un intérêt à la fois SEO et à la fois UX. Donc ce sont celles de gauche, dans les encadrés blancs. Et après, il y a toutes les landings purement SEO qui correspondent aux sous-catégories. Et c'est là où, d'un point de vue UX, il faut faire attention parce qu'en créant plein de pages, il faut faire attention à ne pas perdre l'utilisateur. Déjà parce que graphiquement, il va se retrouver sur des pages qui ont des typologies très proches. Donc il faut bien qu'il sache exactement où il est. Et surtout, il faut éviter de faire des allers-retours constamment vers la page d'avant pour retourner sur une page d'après, etc. Et donc offrir une sorte de vue globale de l'expérience, tout en restant relativement léger au niveau de la charge cognitive, donc le nombre d'éléments qu'on va afficher en même temps. Donc, par exemple, il y avait toute une réflexion sur le menu. Parce que cette arborescence, elle a des conséquences qui est qu'on pourrait avoir un menu très, très chargé qui oblige l'utilisateur à faire un choix sur un type de stickers ou de sérigraphie très précis, alors qu'il n'a pas encore eu l'information pour savoir si ça lui convient, si c'est bien ce qu'il cherche, etc. Donc, on a créé des blocs UX, donc c'est les blocs que vous voyez en rose en arrière-plan sur l'arborescence. Et l'idée, c'est que l'utilisateur, quand il accède au menu, il a accès à ces 6 blocs, ce qui reste assez léger. Et une fois qu'il rentre dedans, on vient lui apporter de l'information et lui dire, voilà, il y a aussi il y a des sérigraphies, des stickers dédiés à tes besoins, et on t'en dit encore plus sur cela en cliquant dessus. Donc on vient temporiser un petit peu, et si l'utilisateur rentre par exemple via un stickers voiture, il aura l'occasion, on va le voir après, de passer sur les autres types de stickers sans avoir à retourner dans toute l'arborescence du site web. Voilà. Et en plus, ça fait du netlinking. Du maillage interne. Du maillage interne, pardon. Du maillage interne. Ouais, excuse-moi. Donc là, par exemple, vous avez le menu avant et après. Donc le menu avant, grosso modo, il y a la souris qui est mise sur, je ne vois plus très bien, mais stickers numériques. Et dedans, on voit qu'il y a plein de pages. Le problème, c'est que si l'utilisateur ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut faire exactement, on ne va pas l'aider à faire son choix ici. Donc, ce qu'on a fait dans la deuxième version, c'est qu'on a on a donc représenté l'arborescence de manière plus simplifiée. Donc, il y a 3 entrées principales dans lesquelles on fait ressortir que les sous-thèmes qui sont les plus populaires par rapport aux recherches. Donc là, c'est le SEO qui nous guide sur les termes qui étaient demandés, les plus requêtés, tout à fait. Et après, pour la partie un peu plus vraiment UX, on vient illustrer via une image à droite à quoi correspond le menu qu'on survole avec la souris. Donc là, on a un mélange entre le SEO et le UX, du SXO. Une conséquence du SXO, c'est un menu relativement léger, mais qui va permettre quand même de retrouver toutes ces sous-pages, les requêtes populaires qui ressortent et une illustration pour mieux comprendre de quoi on parle. Et une fois qu'on va sur ces sous-pages, voilà. Une fois qu'on clique sur, par exemple, stickers voiture, on va se retrouver sur une page qui nous explique tout ce qui concerne les stickers voiture. Donc il y a du contenu. Donc il y a du contenu qui est rédigé d'une certaine manière, si j'ai bien suivi, pour que le SEO soit correct. Voilà, donc avec un titre H1, parce que avec l'UX, ça correspond à une typo bien particulière.
avec des sous-titres, donc les H2. Et en fait, dans les maquettes, Thomas doit prévoir une hiérarchie d'informations. Voilà, une hiérarchie d'informations, les blocs où le contenu sera mis. Et donc, ce dont parlait Thomas tout à l'heure, de simplifier la navigation de l'internaute pour lui éviter de revenir sur des pages plus haut. En fait, on voit au-dessus comme des tags. Donc, à côté de sticker voiture, vous avez sticker transparent, sticker logo. Et donc, bien sûr, chaque tag correspond à une URL, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Grossière erreur de ma part, mais en SEO, une page égale un mot-clé. On travaille vraiment un mot-clé sur chaque page. Donc ici, on va travailler le mot-clé sticker voiture et sur les autres tags, sticker transparent et stickers logo. En fait, l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que l'utilisateur, il peut rentrer par la page d'accueil pour découvrir ces pages-là et avoir de l'information. Mais si le référencement est bien fait, en tapant stickers voiture, il va arriver directement sur la page stickers voiture. Et il faut offrir à l'utilisateur, au visiteur, une vue d'ensemble sur les autres services que proposent iStickers. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par ce menu rapide qui est au-dessus de la page, qui dit on peut faire d'autres choses aussi. Et on a toujours si vous voulez comprendre ce qui est à droite sur l'écran, c'est ce qu'on appelait le composeur. Donc, c'est l'espace qui permet de composer un stickers. Et lui, par contre, il est accessible, peu importe la page, pour essayer d'accélérer la transformation. Donc, qu'on soit via la page d'accueil ou une page dédiée, on peut toujours créer son stickers, avoir un devis et passer au processus d'achat. Voilà. On va voir un deuxième cas concret. Ouais. Effectivement, le lexique. Il y a toujours un potentiel SEO très important sur les définitions. Vous avez souvent ce qu'on appelle des positions zéro, mais je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce type de requête. Et donc là, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois créer des landing SEO et pas perdre l'internaute lorsqu'il recherche une définition. Donc, on a créé... Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Il y a le lexique qui va s'adresser vraiment à l'utilisateur une fois qu'il est dans l'expérience du site web. Donc, ça va être une page où il y a toutes les définitions. On a un petit champ de recherche au-dessus qui permet de filtrer des définitions très rapidement. Donc là, on est vraiment sur essayer de fournir une réponse très rapide. Là, sur cette page-là, il n'y a pas d'enjeu SEO. Il n'y a pas d'enjeu SEO. Par contre, chaque définition a aussi sa propre page et donc sa propre URL qui, elle, permettra d'être référencée par rapport aux termes techniques du monde de l'impression et permet de faire ressortir la définition directement sur la page de Google. C'est ça, hein? Si on travaille bien, oui. Si on travaille bien. Enfin, s'il travaille bien. Et ces définitions, elles ont aussi un autre intérêt pour nous, c'est qu'à partir du moment où il y a des définitions qui ont été mises en place, on va pouvoir être très pédagogique dans le site web, c'est-à-dire que survol de mots techniques dans un article ou dans d'une page du site web, on va pouvoir faire apparaître la définition en faisant un appel dans la base de données des définitions. Et ça, c'est quelque chose d'assez chouette. On le retrouve souvent sur des sites comme Wikipédia, c'est assez connu. Au moindre doute sur un mot, on met la souris dessus, on a la réponse. Donc ça permet de répondre à différents besoins. Et donc au final, le fait que le SEO demande d'avoir un lexique, nous, ça nous a énormément servi pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc maintenant, on va passer aux questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les noter dans le chat. Il y a déjà une question d'Alexandre. Je pense que c'est une question, c'est un sujet qui revient souvent. En cas de désaccord sur le design, qui gagne, l'UX ou le SEO? Alors, il y a eu en toute transparence, il y a eu des désaccords sur le SEO de manière générale, ça arrive. En fait, souvent, on s'aperçoit que la technique est la solution. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple super simple sur la hiérarchie des typographies. Nous, d'un point de vue graphique, on a besoin d'une 6-7 tailles de typographie, donc de police d'écriture qui vont être de plus en plus petites pour essayer de guider l'œil de l'utilisateur. Le SEO, on a aussi besoin, mais d'un point de vue plus sémantique. Ouais, c'est pour les robots. Voilà, pour que le robot lise l'information. Sauf que nous, souvent, on va apporter plus de narration. Et donc, par exemple, si on est sur un site type Airbnb, on va mettre une phrase venez rêver avec nous, une sorte de phrase d'accroche avec une illustration, et c'est très narratif. Alors que le SEO va nous dire ah non, nous, ce qu'il faut, c'est peut-être réserver, location ou des mots. Enfin, il faut qu'on utilise des mots-clés. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on distingue les deux. D'un point de vue technique, on peut très bien faire fonctionner les deux séparément. C'est juste qu'il faut qu'on soit très clair sur la façon dont on le fait. Donc, généralement, les problèmes se résolvent quand même
en discutant, ce qui n'était pas trop le cas il y a quelques années où les métiers étaient Raisonner. cloisonnés et en fait, on avait des soucis et pour répondre à ta question sur le qui gagnait, souvent c'était le client. Moi, j'ai l'impression que c'était le client qui prenait la décision, tant pis pour l'ergonomie ou tant pis pour le SEO, alors que maintenant, en travaillant ensemble, déjà on comprend ce que fait l'autre métier et donc on Ouais. arrive à trouver des solutions. Les métiers sont vraiment complémentaires, ils sont pas tant que ça en opposition. Voilà, c'est tout ce que je de mon côté. On a une autre question, j'espère ne pas écorcher le prénom de Sung Yoon. Est-ce que le blog est une vraie plus-value pour un site qui a déjà plusieurs milliers de fiches produits? Je pense que c'est peut-être un peu plus pour Ouais. Marc, c'est pour vous deux, cette question. Alors oui, oui, puisque une fiche produit, elle ne sera pas forcément mise à jour. Il y en aura des nouvelles régulièrement, mais un blog permet vraiment de se positionner sur un ensemble de mots-clés. En fait, on va travailler l'univers sémantique et surtout sur un site e-commerce, en fait, il y a plein de choses à dire. Donc, on travaille, j'en ai pas parlé, mais on parle de cocon sémantique. Donc, on a un univers central et autour de cet univers central, on va travailler d'autres univers pour pouvoir être positionné sur l'ensemble de ces univers. Donc, les fiches produits ne permettent pas de se positionner sur l'ensemble de ces univers et ça, c'est le blog qui permet de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les robots sont friands de contenu. Sur une fiche produit, vous avez moins de contenu que sur un article de blog. Donc, il faut avoir un blog qu'on alimente une à plusieurs fois par mois. Et d'un point de vue UX, c'est très pertinent d'avoir un blog. Enfin, ça dépendra évidemment de vos domaines, mais de manière générale, c'est relativement pertinent parce que ça vous apporte de la crédibilité. Si vous avez un service, vous avez sûrement des actualités autour de ce service et communiquer dessus et montrer que vous êtes toujours au courant de ce que vous faites, ça va aussi mettre en confiance votre utilisateur, surtout dans un cas de site de e-commerce où il y a un nouveau produit qui sort, vous en faites un article, comment ce type de produit peut changer votre vie, etc. Ça montre que vous vous tenez à jour et que vous êtes des experts dans votre domaine. Donc, je pense que pour les deux, pareil, c'est ça. Ouais. C'est assez important. Vous adressez vraiment à l'internaute et vous devenez, comme tu as dit, référent dans votre univers. Sachant qu'une fiche produit ne répond pas forcément à une question, alors qu'un article de blog va apporter une réponse. Une réponse, du storytelling, et va poser la question aussi. Donc, quand la personne va chercher la question, elle va trouver un article qui parle de cette question et qui apporte des réponses, et que derrière, vous allez lier à vos contenus pour vous mettre en avant sur ce type de réponse. Alors, avant d'évoquer la prochaine question, il y a beaucoup de questions. Normalement, le webinaire se finit à 11h45, mais on peut rester plus longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. On va essayer de traiter toutes vos questions. Donc, il y a une question de Baptiste qui parle justement s'il n'y a pas de souris, si on est sur une utilisation mobile du site, consultation mobile. Ouais. Comment vous le gérez cette situation? Il y a différents. Alors déjà, là je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'UX et de l'UI aussi d'interface. Déjà, on prévoit un site web desktop, donc PC, par rapport au mobile. C'est-à-dire que les tailles des boutons, les tailles des typographies, etc., sont faites pour être lisibles dès le mobile. C'est très important. Après, il y a des changements qui peuvent s'opérer d'un point de vue ergonomique. Donc, par exemple, là, vous avez vu que sur le site iStickers, on a un menu en haut il y a plusieurs mots-clés, il y a le logo, il y a des icônes, enfin, finalement il est assez complet. Il y a un composeur qui est affiché toujours à droite. Sur mobile, on va changer cette ergonomie. Le composeur, on va l'appeler à partir du bas de l'écran parce que ça tombe sous le pouce. En fait, on revoit l'ergonomie sans changer le contenu. C'est important de ne pas changer le contenu pour le SEO, mais c'est important de revoir l'ergonomie parce qu'effectivement, quand on utilise un doigt et pas une souris, on n'a pas l'état de hover et surtout on utilise on a un moyen d'interaction qui est beaucoup plus grossier. Un doigt, ça fait à peu près 8-9 mm. Et alors, Baptiste précisait pour la question, c'était notamment par rapport à l'infobulle sur la définition du lexique. S'il n'y a pas de souris, comment apparaît l'infobulle? Est-ce qu'elle apparaît? Alors non, du coup, sur mobile, effectivement, ça va être un lien, ça va être vraiment un lien, on va cliquer, on va retrouver la page dont on parlait tout à l'heure, où on retrouve juste la définition, et on invitera l'utilisateur à retourner en arrière. L'idéal, et c'est là où il y a des discussions aussi avec la technique, c'est de garder, quand on fait ce genre de changement de page rapide, c'est de garder la position de l'utilisateur dans la page précédente. Donc ça, normalement, ça se fait au sein d'une session, ça se discute avec le développement, mais l'idée, c'est qu'ils ne perdent pas l'endroit sur lequel ils viennent cliquer. Effectivement, il n'y a pas toujours des solutions miracles pour tout.
Et dans un sujet comme les stickers, où il y a beaucoup de termes techniques, on aurait des définitions partout qui se promènent. Or, sur un mobile, c'est pas forcément idéal. Mais je suis ouvert aux suggestions, hein. Si on a aucun problème, On les prend. on les prend. Il y avait une question de Carole sur la navigation. Comment inciter à revenir facilement du lexique à la page initialement visitée? Pour ça, je ne sais pas si effectivement comment c'est géré de vos deux côtés. Alors, il y a le fil d'Ariane. Alors, ça dépend sur Alors, les il y a une softs. question ensuite sur le fil d'Ariane. Je vais peut-être vous la donner en même temps, parce que vous allez peut-être répondre. Quid de l'impact SEO d'un fil d'Ariane visible sur les pages? Donc, c'est peut-être une réponse commune que vous pourrez faire sur ces deux sujets. On en parlait hier. Oui, on en parlait parce que c'est un sujet qui peut créer des conflits de temps en temps, donc ça se discute vraiment en fonction du type de projet. Donc par rapport au lexique, l'idée c'est que déjà il y a toujours l'historique du navigateur, ça c'est important de le souligner, la personne peut switcher rapidement. Mais on va jouer sur ces infos, vraiment les infos bulles quand on est sur PC, du coup, c'est bien les questions s'enchaînent bien. On va jouer sur ces infos bulles pour éviter que l'utilisateur fasse justement des changements de page. Et après, de manière générale, quand on va sur le lexique ou sur une définition, on a un bouton retour au cas où pour rassurer l'utilisateur au sein du site web. Donc voilà. Et le fil d'Ariane, bah oui, gros sujet. Donc la réponse qu'on a faite hier, c'est que sur un petit site où il y a 2 niveaux de page, il n'y a pas besoin de fil d'Ariane, la navigation elle se fait assez facilement. Donc si on veut revenir en arrière, en gros on clique sur le logo pour revenir sur la home. Typiquement un site de start-up où vous avez présentation de la landing page qui présente l'entreprise et à côté vos offres. Il n'y aura pas besoin Par contre, sur un site e-commerce, où là, on a des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, des sous-sous-sous-catégories, là, il est important d'avoir un fil d'Ariane pour pouvoir suivre sa navigation. Et en plus, donc l'internaute sait où il en est dans sa navigation. Donc, pour l'expérience utilisateur, c'est bien. Pour le robot aussi, parce que ça lui permet de suivre à travers les liens, d'aller de page en page et donc de les crawler plus facilement. C'était quoi la question? L'utilité du fil d'Ariane aujourd'hui. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. C'est pour simplifier la navigation. Il y a un truc assez important de prendre, surtout dans le cas du site e-commerce, c'est que quand un utilisateur passe par Google, il tape ordinateur portable et qu'il arrive sur Amazon sur un ordinateur portable, le fil d'Ariane va pouvoir lui permettre de remonter d'une ou deux catégories pour avoir plus de résultats. Donc en fait, il permet, en plus de l'aspect SEO qui est très important, il permet quand même à l'utilisateur de se dire ok, je vais voir d'autres produits, mais sans retourner dans l'historique et du coup potentiellement tomber sur un autre site web. Donc ils permettent de créer une sorte de circulation fluide dans votre site web. Et de garder l'internaute. Ouais. Donc double utilité UX et SEO. Voilà. Alors, question suivante de Ishrak. Vous avez parlé d'un mot-clé par page. À un moment donné, il n'y aura plus de mots-clés. Qu'est-ce que vous suggérez? Je suis pas sûr de Ouais, moi non plus. de bien comprendre la question. Si Ishrak voulait bien nous donner quelques précisions. Parce qu'il y a toujours des mots-clés à travailler. Voilà, vous savez ce qu'allait dire Judith. Il y a toujours des mots-clés à travailler. Il y a toujours des nouveaux concurrents. Les pages de résultats de Google évoluent tout le temps. Même l'actualité, il y a des nouveaux sujets qui arrivent. On s'est jamais dit il n'y a plus de sujets. Jamais. Donc c'est pas arrivé quoi. Aujourd'hui. C'est pas arrivé. Non. Question ensuite de Maxime. Comment faites-vous pour gérer les cas de recherche de longue traîne qui ne sont pas optimisés pour l'UX? Alors, optimiser pour l'UX, c'est-à-dire typiquement, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a vu. C'est s'il y a des recherches très spécifiques qui sont de longue traîne, qui vont intéresser seulement quelques personnes, si je comprends bien, mais pas toutes les personnes qui vont arriver, imaginons, sur la home. C'est un peu le travail que Thomas et Judith ont présenté sur le menu. C'est ça. S'il n'y a pas de volume de recherche, dans ce cas-là, c'est pas de la longue traîne. Parce que la longue traîne, il y a du volume de recherche. Donc, dans tous les cas, même si c'est de la longue traîne, il y a un intérêt UX. Parce qu'il y a de la requête, donc il y a des internautes derrière. Par contre, il faut qu'on fasse attention à faut que les pages sur lesquelles il arrive répondent bien à ces questions. Et donc derrière, c'est surtout un travail de contenu, en fait, principalement, et un peu de mise en page, évidemment.
Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Ben, on espère. on espère, ouais. Alors, je vais passer aux questions suivantes, vu qu'il y en a beaucoup. Alors, une question de Franck. Est-ce que le SXO comprend aussi la technique comme la vitesse des temps de chargement? Oui. Oui. Oui, parce que c'est un élément important pour le SEO et pour l'UX. Donc, Mm. le SXO, évidemment. C'est important parce que Google le mesure et c'est important parce que l'utilisateur le mesure. Enfin, il le mesure. Il le perçoit. Voilà. Il dit c'est lent, c'est rapide, ça Mm. charge, c'est pénible ou non. Donc, oui. Ensuite, une question de Johan qui demande quels outils principaux SEO utilisez-vous, notamment dans le cadre du tri des mots-clés en contenu informationnel ou contenu transactionnel, mais aussi pour le netlinking technique, le SXO. Est-ce qu'il y a des outils dédiés plus globalement pour tous ces sujets? Alors, pour l'outil sur le contenu et les requêtes transactionnelles informationnelles, on utilise SEMrush. Pour le netlinking, Majestic SEO. Et pour tout ce qui est technique, on a différents outils. On a Screaming Frog, SEOlizer, et dans SEMrush, on peut aussi faire des audits techniques. Mais est-ce qu'il y a un outil aujourd'hui qui existe qui est Pour SXO? le SXO, non, c'est nos cerveaux. Non, je dirais que les outils, enfin, nous, de notre côté, par exemple, chez Jugeot, on travaille avec Figma, donc c'est un outil où on arrive à faire à peu près tout notre processus. Et il y a un système de commentaires, on va vraiment jouer sur le fait que, par exemple, Digital Keys va faire ce travail sur ces outils dédiés et ils vont nous communiquer l'information via ce système de commentaires pour qu'on les prenne en compte. Mais il y a toujours cette phase humaine, mais qui est peut-être pas plus mal vu que les métiers se mutualisent que depuis très peu de temps. S'il n'y avait pas cette phase-là, ça pourrait être assez embêtant. Donc, pour l'instant, il y a de l'humain. C'est ça. Alors, on a aussi une question de Valérie. Y a-t-il un intérêt SEO avec un chatbot? Et on peut pas se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt UX au chatbot? Alors, ouais, SEO, je dirais que non. Parce qu'on ne référence pas ce qui se passe dans le chatbot. Par contre, d'un point de vue UX, Ouais. D'un point de vue UX, l'intérêt, c'est que déjà, ça rassure. Ça rassure parce que l'utilisateur se dit, je peux poser une question quand je veux. Et ça, c'est important parce qu'il aura ses réponses rapidement. Là où les systèmes de forum ou les mails, on se dit, j'aurai une réponse dans 2-3 jours. Un chatbot, dans l'esprit humain, c'est une réponse instantanée, quoi. C'est une discussion instantanée, en fait. Et donc, j'aurai mes réponses. Et souvent, le chatbot, normalement, redirige vers l'humain quand il n'arrive pas à résoudre le cas. Ça dépend des chatbots. Par contre, je pense qu'il faut faire attention à ne pas en mettre un sur n'importe quel site. Il faut, si c'est un site où vous voyez que vous avez très peu de demandes par mail, etc., c'est pas forcément nécessaire. Enfin, je parle d'un point de vue coût. Il faut estimer que ce soit sur un sujet où il y a des risques de questions. Je pense à tout ce qui est service client, tout ça. Dès que vous avez de la vente, en fait, le chatbot est pratique. Et je vais un peu modifier, ma réponse. C'est sûr qu'il n'y a pas de, on va pas référencer les discussions dans les chatbots. Par contre, si l'internaute reste sur le site parce qu'il a ses réponses via un chatbot, le taux de rebond est faible. Il va continuer à naviguer, il va transformer, etc. Donc, ça va quand même avoir un impact sur le référencement parce que l'internaute va rester sur le site et potentiellement acheter. Donc, pour Google, c'est signe d'un site performant. Je pense on peut le voir assez. Si vous prenez dans la rue en ce moment, là, je viens d'arriver à Paris, donc j'ai vu des affiches de pubs. Il y a des pubs pour des banques qui mettent en avant leur chatbot 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui disent que c'est fini les banquiers qui répondent pas le week-end ou qui mettent des astérix, etc. Et je pense que ça donne une idée de comment c'est perçu. Un chatbot, c'est simple, rapide, on n'a pas besoin de téléphoner, on n'a pas besoin de passer par une boîte mail. C'est rassurant, vraiment. Il faut vraiment garder en tête que le SXO, finalement, ça n'a qu'un seul, encore une fois, objectif, c'est satisfaire l'internaute. Donc assez vite, on trouve quand même des ponts, Ouais. et les deux se nourrissent l'un et l'autre. Je connais pas trop de mauvaises pratiques. Enfin, une bonne pratique SEO qui deviendrait une mauvaise pratique UX ou inversement. Je pense que les deux. Ouais. Il y a le sujet de la taille des contenus, on en discutait un peu hier, parce qu'on a fait un croisement d'agences, mais il y a beaucoup de textes, l'utilisateur peut trouver peut-être moins rapidement sa réponse. Or, le texte est important pour le robot. Cela dit, il y a toute la mise en page qui est le boulot du designer pour faire ressortir les éléments importants. Donc, en fait, si le SEO a besoin de contenu, c'est au designer du coup de dire ok, mais je vais le structurer de manière à ce que ça soit simple à trouver, quoi. De manière générale, ça se complète, quoi.
Alors, il y avait quelques précisions sur le lexique, j'y reviendrai, mais on n'a pas encore eu la question de Noémie. Comment gérer du contenu chaud sur la home avec un H1 où le mot-clé changera donc régulièrement? Est-ce une bonne pratique SXO? Du contenu chaud sur la home avec un H1. Un H1 doit, alors encore une fois, une page, un mot-clé. Donc si le contenu chaud, je suis pas sûre de comprendre si c'est sur une home où il y a plusieurs contenus Je pense chauds. que c'est Non, le titre qui change la page pour donner un peu de vie à l'interface. Ouais, mais là, alors SEO, non, parce que la page, en fait, si le contenu change, elle pourra jamais se référencer sur un mot-clé, ou alors de manière très, très courte. Donc SEO, non, du coup SXO. Et du coup, je dirais que c'est un peu la même réponse que tout à l'heure où il faut voir avec la technique. Et l'idée, c'est que le H1 avec le mot-clé soit toujours affiché, mais peut-être que visuellement, il sera hiérarchisé plus petit. Et on va jouer sur un H2 ou voir un texte qui n'est pas un H, juste un texte qu'on va afficher en grand, qui va être juste là pour la narration. Et on va mettre des mots-clés qui changent pour montrer que c'est dynamique, etc. Enfin, j'imagine le site un peu où à chaque fois qu'on change la page, on a voyager loin, découvrir les lieux qui sont à côté, enfin quelque chose de dynamique. Dans ces cas, il ne faut pas que ce soit le mot-clé qui change, il faut que ce soit juste une phrase lambda, quoi. Oui, alors voilà, là, il peut y avoir effectivement un intérêt, parce que si on travaille toujours le même mot-clé sur la page, mais qu'il y a un contenu, une partie du contenu qu'on va rafraîchir régulièrement, ça peut aussi montrer à Google que le contenu, il vit toujours et qu'on le met à jour. Donc là, il y a un impact vraiment. Il ne faut pas changer le mot-clé. Mais il ne faut pas changer le H1 et pas du coup, le mot-clé qu'on travaille. Mais il y a vraiment, c'est un conseil que je fais d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de fois sur beaucoup de projets, il faut vraiment distinguer la hiérarchie SEO et la hiérarchie visuelle, design, parce que les deux sont très faciles à décorréler techniquement. Et derrière, ça peut justement vous servir pour apporter du changement visuellement sans que votre page soit déréférencée, enfin, qu'elle descende dans les référencements plutôt. Et alors, Noémie, justement, posait la question. Donc, ce ne sont que les sites qui surfent sur du SIA qui peuvent se permettre de mettre les actualités en première section. C'est quoi la première section? C'est les annonces, je pense, c'est les trois résultats des SIA. Ouais. Pour apporter un petit peu de réponse, il y a différentes stratégies. Et si jamais vous êtes sur un site qui est amené à vraiment changer très régulièrement, et donc c'est très compliqué d'avoir du contenu qui reste sur du long terme, forcément ça va être compliqué en SEO, et donc là il faut un travail SIA. C'est un petit peu finalement les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche ne font que afficher des pages qui changent régulièrement. Donc tout dépend, encore une fois, de la typologie de votre site, et c'est là où, encore une fois, c'est ce qu'expliquaient Judith et Thomas, on a encore besoin de cerveau pour répondre à ces questions qui sont bien sûr spécifiques selon chaque site et chaque univers. Sachant qu'on n'en a pas trop parlé, mais toutes ces règles-là, elles évoluent dans le temps. Alors Noémie précise, par première section, on entendait au-dessus de la navigation, au-dessus de la barre de navigation. Ou juste sur la barre de navigation. Au-dessus de la ligne de flottaison, quoi, dans l'écran, dans le premier écran, peut-être. En tout cas, Noémie, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est organiser un rapide échange avec votre site pour vous répondre de façon un petit peu plus détaillée. Je pense que ce sera plus efficace. Oui, sachant qu'il y a toujours du spécifique aussi. Donc on vous tiendra, on reviendra vers vous. J'avais noté aussi une question, alors quelques questions encore, notamment de Quentin qui demande est-ce que le SXO deviendra à terme imposé par l'algorithme de Google pour le référencement. J'ai envie de dire que c'est déjà le cas. C'est en cours. Hein, donc le SXO, c'est pas demain, c'est maintenant. Et puis il y a beaucoup de critères qui ne sont pas encore officiellement mis en place, mais qui vont l'être, comme l'accessibilité pour les personnes malvoyantes ou des choses comme ça. On sent que Google est très concerné, ou en tout cas communique là-dessus. Et donc il faut s'attendre à ce qu'en plus du responsive, des vitesses de chargement, ils vont vérifier sûrement ce que c'est lisible, est-ce qu'un moteur peut le scanner, enfin un moteur
Enfin, il y les a beaucoup robots ouais, peuvent crawler correctement. c'est ça. Donc, ouais, c'est déjà en cours et ça va sûrement être de plus en plus le cas. Et du coup, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça évolue tout le temps. Tu le disais tout à l'heure aussi avec les mises à jour tous les ans. Ouais. En design, c'est pareil. Et les deux métiers évoluent tout le temps, parce qu'il y a les modes, mais aussi les besoins qui évoluent, les prises et les prises en Les compte qui appareils. évoluent. Et les appareils évoluent. Maintenant, on a des ordinateurs qui sont tactiles. Donc forcément, même une version PC, il faut réfléchir en tactile. Surtout qu'on a aussi des tablettes qui sont relativement grandes. Donc tout évolue. Et si vous faites un site web, etc., je pense qu'il faut en avoir conscience, quoi. C'est quelque chose de mouvant et de la même manière qu'il faut mettre du contenu régulièrement, il faut maintenir son UX, il faut maintenir son SEO et il faut maintenir aussi sa technique avec vos équipes de développement, etc. Et je reviens à une question de Carole sur le lexique. Le lexique ne peut-il pas arriver en pop-up? Est-ce que ça, en termes de SEO et du X, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Là, j'avoue que ce serait plutôt une question technique. Est-ce que je pense qu'on peut avoir un URL pour une pop-up, j'imagine. C'est vrai qu'on l'avait pas fait parce qu'on voulait que les gens puissent trouver le lexique du monde du graphisme, mais sur une page avec un système de recherche, tout ça. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante qu'on pourrait pousser. Et, bah, ça fait aussi écho à une suggestion de Quentin, Ouais. quand on avait posé la question pour comment mettre en avant le lexique, notamment sur mobile. Lui suggérait de mettre un petit i cliquable Ouais. qui fait apparaître la définition en pop-up. Le problème, c'est qu'on les a sur beaucoup de mots. Alors, je suis d'accord, hein, ça marche plutôt bien et je trouve que ça marche bien quand notamment on a des champs de texte avec un titre sur le champ de texte, qu'on veut expliquer ce que c'est, etc. Mais comme là, c'est au plein milieu du texte, on voulait pas trop toucher à la lisibilité. Mais c'est vrai que ça marcherait. En tout cas, niveau interaction, ça marcherait nickel. Puis c'est vrai que peut-être c'est important de le rappeler. Il y a bien sûr le travail de l'UX, le travail du SEO, et puis aussi, il faut pas non plus c'est au même niveau. Il y a l'annonceur, le propriétaire du site, Oui. ses besoins, ses demandes, et aussi ses convictions. Donc c'est vraiment un équilibre à trois et pas juste entre le SEO et l'UX. Et d'ailleurs là-dessus, donc iStickers, on a la personne qui gère le service, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'impression et qui est du coup un expert dans son domaine. Et nous, on lui a fait des suggestions, que ce soit ergonomique ou architectural. Il a le choix de dire oui, mais moi j'ai quand même besoin que pour les professionnels du métier, on distingue la sérigraphie, le stickers numérique. Et donc, derrière, il peut faire des choix potentiellement différents. Nous, on fait une grosse partie de conseils et de propositions, mais il reste aussi maître de son projet et voilà. C'est toujours, oui, le propriétaire du site qui a la décision finale. Ouais. Donc, Et du coup, Carole pose la question, et quelle différence avec l'infobulle, du coup? l'infobulle pour le. Alors, avec peut-être le petit i versus l'infobulle. L'infobulle, on met la souris sur le mot, elle apparaît au-dessus, mais elle vient pas polluer la lecture du paragraphe. Alors que le petit i d'information, si on a par exemple un paragraphe d'une trentaine de mots et que dedans on a 6 mots qui sont un peu techniques, on va avoir 6 petits i qui vont se glisser entre les mots. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins agréable. Mais ça marcherait, hein. Je maintiens que ça pourrait marcher. Il faudrait juste travailler graphiquement la solution. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Ça empêche pas. Comme on disait, le design, ça se travaille en itération. Donc c'est aussi pour ça que on a des équipes et qu'on essaie d'avoir des retours constants. Donc je prends le retour. Je pense qu'on va bientôt arrêter. Alors, il y avait une dernière question, mais qui est plus pour moi SEO que UX. Donc je ne sais pas si ça intéressera tout le monde pour ce webinaire. C'est une question de Carole sur ce qu'apporte Majestic par rapport à SEMrush. A priori, plus une question SEO que UX. Plutôt. Pour répondre rapidement, Majestic, c'est simplement pour travailler le troisième pilier du SEO, qui est la popularité. Donc on saura en gros si votre popularité est bonne ou non. Ensuite, j'ai une question de Catherine. Pourquoi ne trouve-t-on pas plus de dessins sur les sites? De dessin, donc d'illustration, j'imagine. Je pense j'imagine. La réponse, elle est assez simple. C'est que ça coûte très cher. C'est idiot, mais ça prend du temps. Déjà, il faut des experts. Par exemple, de mon côté, je fais de l'UX et du UI. Je ne suis pas illustrateur. Et dès qu'on veut de l'illustration qualitative, il y a deux choix. Soit on va faire du sur-mesure, et donc on aura quelque chose qui convient vraiment à notre identité, etc. Si en plus il faut l'animer derrière l'illustration, alors là, ça devient assez complexe. Donc nous, par contre, on fait un peu d'animation, mais à partir d'illustrations qui ont déjà été faites. Et sinon, il faut aller sur des banques d'images, d'illustrations, mais dans ce cas-là, vous allez,
tout le monde va sur la même banque d'images. Et du coup, il y a un risque de ressembler à tous les autres sites. Sans compter qu'il y a un autre risque qui est si vous prenez plusieurs illustrations de banque d'images, elles vont pas être cohérentes graphiquement. Donc en fait, c'est un travail qui est vraiment, je suis 100% pour. On essaie de pousser les clients à mettre un peu d'illustration. Nous, aujourd'hui, on peut animer pour qu'il y ait un peu de vie, mais ça, c'est quand même un budget et tout le monde rêve de faire comme Airbnb, qui a des super belles illustrations. C'est incroyable le travail qu'ils font dessus, mais en réalité, c'est très coûteux. Mais c'est très important. Je maintiens, ça permet aussi de structurer le contenu pour qu'il soit agréable à lire. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un ratio image-texte dont on parlait. Donc, s'il n'y a pas de photos qui correspondent au texte, c'est bien d'avoir une illustration peut-être plus abstraite, ce genre de choses. Alors, je vais prendre une dernière question. Et puis ensuite, nous, on devra vous quitter malheureusement. Donc, c'est une question de Dylan. Pour une bonne démarche SXO, est-ce qu'il est intéressant d'avoir un lexique en footer, donc en bas de site, ou une page dédiée que l'on peut retrouver dans un menu de navigation? Bah, ça dépend. Ça dépend de comment est construit le site, ça dépend de s'il y a beaucoup de définitions ou pas, du volume de recherche. Parce qu'on peut mettre par exemple dans le footer les 10 définitions les plus recherchées, mais on peut pas, un footer trop chargé, c'est pas bon non plus pour du remix. Ouais, et puis surtout si l'utilisateur doit descendre en bas de la page à chaque fois pour lire sa définition et remonter ensuite pour retrouver là où il était, c'est pas. Enfin, je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas vu beaucoup de sites qui mettaient des définitions dans le footer. En tout cas, l'accès au lexique peut être dans le footer et dans le menu, parce que généralement dans le footer, on réplique l'architecture du site web. Ça serait à essayer. Je pense que ça dépend de la longueur de la page et du nombre de définitions, comme tu disais. Et c'est justement la question que posait juste après Johanna. En plus, est-ce que ça impacte le temps de chargement si on a un footer Ça va dépendre si on fait un footer très imagé ou très lourd. Ouais. S'il est juste textuel, je dirais que ça a peu d'impact. Après, il faudrait voir aussi avec des équipes techniques. De manière générale, ce qui est juste textuel aura peu d'impact sur les temps de chargement. Par contre, si vous voulez faire un footer qui soit habillé graphiquement, qui soit un peu sympa, parce que l'air de rien, votre utilisateur, quand il regarde une page, le dernier élément qu'il voit, c'est le footer. C'est un peu comme un film, la dernière scène, elle est importante parce que c'est ce qu'il voit peut-être avant de changer de page. Voilà. Et c'est un peu c'est frustrant une fin de page. Donc du coup, il faut l'habiller. S'il est plein de liens, mais que c'est pas habillé, c'est pas terrible. Mais s'il y a trop d'images, c'est un peu lourd. C'est vraiment un équilibre selon votre service. Je pense que ça se fait aussi au sur-mesure. Ouais. C'est difficile de répondre. Si vous voulez, il ne faut pas hésiter après à venir vers nous, enfin nous poser des questions, on est ouvert à la discussion. Justement, très belle. Merci à vous deux, Thomas et Judith. Merci. Donc nous, comme je vous le disais, on va devoir vous quitter. Encore une fois, vous aurez l'occasion de pouvoir regarder le replay pour ceux qui sont arrivés après ou ceux qui n'ont pas pu finir, donc directement sur Webikeo. De notre côté, on va vous envoyer le support de présentation. Et bien sûr, on sera ravis de répondre à chacune de vos questions de façon personnalisée, parce qu'encore une fois, ce sont des sujets qui sont spécifiques selon chacun des sites, chacun des univers. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous. Nous, on revient à minima vers vous avec la présentation. Et puis, on espère vous revoir bientôt pour un autre webinaire sur des sujets complémentaires. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.